Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, suspend toute collaboration avec les structures et leaders du parti Bloc républicain. Analyse d'un observateur politique dans ce journal. Revue du deuxième trimestre 2022 du plan du travail annuel. Les cadres du ministère des enseignements maternels et primaires se sont retrouvés à Porto Novo. Les détails sont à suivre. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024 et a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Heureuse je suis de vous retrouver encore une fois dans cette édition. Bienvenue à vous. Je l'annonçais en titre, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, suspend toute collaboration avec les structures et leaders du parti Bloc républicain. L'annonce a été faite à travers une correspondance en date du mercredi 17 août 2022. C'est le président délégué à l'ex-UDBN, Cyril Djiki, qui a procédé au dépôt de la demande de retrait du BR en compagnie d'un huissier de justice au siège du parti du Bloc républicain le mercredi 17 août 2022 à Cotonou. Analyse d'un observateur dans cet élément. C'est officiel, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau quitte définitivement le Bloc républicain. Peu avant leur divorce, l'UDBN a suspendu toutes ses activités avec le Bloc républicain. Le mariage, ça n'a pas duré. Il n'y a pas longtemps que l'UDBN a rejoint le Bloc républicain. Et moi, personnellement, mon avis est que le Bloc républicain, autant que l'Union progressiste, qui sont de grands ensembles aujourd'hui, dès que des petits partis en griffe ou des partis qui n'ont pas une très grande hégémonie, qui n'ont pas une très grande assise nationale, quand ces partis veulent les rejoindre, qu'ils essayent quand même de voir dans leurs dispositions, dans leurs tests, dans leurs règlements, ce qu'il faut pour qu'il y ait un mélange, pour qu'on sorte qui est un consensus, je veux dire. Parce que nous souhaitons tous dans la classe politique qu'il y ait de grands partis politiques, qu'il y ait de grands ensembles, un peu comme ce que ça se passe aux États-Unis avec les démocrates, les républicains, en France avec la droite, la gauche, tout ça. C'est notre souhait, tous dans la classe politique. Mais l'Union progressiste et le Bloc républicain aujourd'hui sont des très grands partis politiques. Dès que les autres partis viennent vers eux, ils ont qu'à essayer quand même de comprendre et de savoir que c'est des petits partis qui rejoignent des grands partis. Ce retrait de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau du Bloc républicain n'arrange pas forcément ce parti, selon les dits de Malik Kora Djibril. Dans ce feuilleton déjà d'il y a 48 heures où l'UDBN fait défection, je pense que c'est l'UDBN qui perdra beaucoup. Depuis que l'UDBN a rejoint, on va dire, le Bloc républicain, il n'y a pas encore eu de consultation électorale. Donc on ne connaît pas encore leur poids politique. On ne connaît pas encore dans quelle zone, dans les 77 communes, où est-ce qu'ils ont une popularité, où est-ce qu'ils n'ont pas encore eu aucun siège, que ce soit pour les communales, pour les législatives. Et donc il leur revient aussi d'aller faire leur expérience dans un grand parti politique comme le Bloc républicain. Donc c'est vraiment très tôt. Ça ne les arrange pas parce que le Bloc républicain demeure Bloc républicain. Outre le retrait de l'UDBN du Bloc républicain, il est également observé la démission de plusieurs membres du parti. Malik Kora Djibril fait des propositions aux responsables du parti. On a peur que ce parti ne devienne une coquille vide. Parce que, et quand ça va être ça, ils vont donner, je pense, raison à l'Union progressiste par exemple, ou à d'autres partis de l'opposition qui disent que c'est une réforme qui n'a pas de sens. Vous voyez. Donc il revient aux membres du Bloc républicain de revoir leur copie, de revoir beaucoup de choses en leur sein, de revoir le mode de désignation des élites à leur niveau, dans les instances de décision du Bloc républicain. Beaucoup de défections, oui. Beaucoup d'arrivées aussi, oui. Mais s'il y a plus de défections que d'arrivées, c'est qu'il y a un problème. Je conseille aux membres fondateurs du Bloc républicain de faire carrément une assise, de revoir les dispositions quant à la façon d'accueillir de nouveaux partis politiques. Et là, je pense qu'ils vont essayer de consolider
les assises du parti. Le bloc républicain, désormais indépendant, réserve à coup sûr, selon cet acteur politique, des surprises pour les jours à venir. Revue du deuxième trimestre 2022 du plan de travail annuel, les cadres du ministère des enseignements maternels et primaires se sont retrouvés à Porto-Novo. Il ressort des échanges que les résultats de la mise en œuvre des projets et programmes au niveau de ce ministère sont satisfaisants. Romaric Dossa pour le reportage. Les cadres de l'administration du ministère de l'enseignement maternel et primaire, les directeurs techniques centraux départementaux, la société civile, les partenaires sociaux, tous étaient réunis autour du directeur de cabinet du dit ministère pour faire le point de la revue du deuxième trimestre 2022 du plan de travail annuel de l'institution. La présente revue au deuxième trimestre 2022 s'inscrit dans ce cadre et devra permettre de faire le bilan des activités menées au cours du premier semestre 2022, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme d'exécution budgétaire en mode programme. Au cours de son exécution, cette phase du PTA a connu des perturbations. En effet, cette année 2022 marque dans notre pays, le Bénin, la première année de l'exécution du budget national en mode programme, avec pour corollaire le passage du SIG FIP au SIG FP, conformément aux injonctions découlant de la directive portant loi des finances au sein de l'UEMOA. Ces acteurs du système éducatif béninois dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire se félicitent tout de même des efforts fournis par les uns et les autres. La débandade de la jeunesse africaine à la recherche du mieux-être sur d'autres continents est imputable à la gouvernance dans nos pays. Verdict de l'imam Diko du Mali, message politique exprimé par le leader religieux malien invité à l'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin à Boïkan. Il est également impressionné par la gouvernance de Patrice Talon. Suivons sa déclaration. Je veux dire tout simplement que nous avons aussi nos responsabilités dans la gouvernance de nos pays, dans cette jeunesse marginalisée, mise de côté. Et cette jeunesse tombera certainement soit aux profondeurs de la Méditerranée en cherchant à aller vers l'Europe ou dans les mains des vendeurs d'illusions. Parce que nous avons un problème de gouvernance aussi qu'on ne veut pas assumer. C'est ça le problème de nos pays. Cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui erre, qui souvent ne sait pas à quel sens se vouer. C'est des réalités qui sont des réalités de nos pays. Nous devrons vraiment aujourd'hui faire face à cela. Ça ne peut pas se justifier que des milliers de jeunes gens ont comme cimetière la Méditerranée. Pour quelle raison? Avec toutes les ressources que nous avons en Afrique. Pour quelle raison? C'est les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui erre ici et là sont récupérées par ce vendeur d'illusions. Donc nos États ont des responsabilités dans la débandade de notre jeunesse. Nous devrons l'assumer. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve vraiment cette ville et sa prospérité, que Dieu préserve aussi le Bénin. J'ai entendu des choses que j'ai beaucoup aimées. On nous a dit, et ça nous l'avons appris avant de venir ici, que le président béninois est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit. Mais c'est de cela dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Allahu Akbar. Il faut que nos dirigeants écoutent beaucoup, qu'ils parlent peu, mais qu'ils agissent. Ça, nous l'avons constaté à travers la ville, à travers le tronçon que nous avons pris pour venir ici. Je pense que les choses sont en train de bouger. Et ça doit faire vraiment cas d'école pour les autres pays d'Afrique. Merci vraiment pour l'accueil. Merci pour tout ce qui a été fait. Et je vous remercie. Je remercie vraiment le peuple du Bénin. Je suis arrivé depuis hier. J'étais honoré par l'accueil fraternel, amical que j'ai eu
un accueil islamique, un accueil africain surtout. Et je suis très... Polémique suscitée sur les réseaux sociaux au sujet des rituels faits aux jumeaux dans l'église catholique. Le prêtre catholique Hubert Kedouide opine sur cette actualité religieuse au Bénin. Suivez les détails des faits dans ce reportage de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Et moi, je dis même, à supposer même que le prêtre qui parle ait commis des erreurs. Mais face à un défi pastoral, moi je suis curé de parole, je peux vous témoigner. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes arrivent chez nous pour des problèmes à résoudre. Et l'ensemble des prêtres, on cherche des solutions qui sont avec nous, qui collaborent avec nous. Parce que quand un individu d'une famille est en face d'un problème humain, apparemment insoluble, il arrive que c'est en nous donnant les mains que nous allons arriver à accompagner la personne. Parce que ce qui est visé et primordial, c'est la rédemption de la personne. Il n'y a rien. Celui qui parle, il a fait une expérience pastorale qui est unique. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je peux parler de mon expérience pastorale. Et dans mon expérience pastorale, je peux, à partir de cette expérience pastorale, arriver à dire, moi, avec tout ce que je vois comme défi récurrent, en tant que pasteur, il faut que j'aide mon peuple. Et c'est pour cela, cette raison que je dis que dans cette aide pour le peuple, il est même concédé des moments d'erreur. Parce que celui qui ne fait rien, mais il ne connaît aucune erreur. Et je pense que l'Église est en marche avec l'humanité et accompagne l'humanité au rythme de l'humanité, mais avec toujours le sens unique du bien de l'homme et de l'homme grand H, le bien de l'homme grand H dans sa totalité. Dans les villages et partout, nous avons dans nos familles des prêtres, nous avons dans nos familles des gens de différentes religions. Nous sommes toujours en dynamique d'une cohabitation pacifique parce que, au-delà de ce qui nous divise, ce qui nous unit, c'est le bien. Le bien qui, pour les catholiques, est apporté par le Christ. Je souhaite que ce bien-là soit bien au-delà de nos incompréhensions. Et ce journal se poursuit avec la page Inter. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement pris la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est le président du Malawi qui lui a passé le flambeau ce mercredi 17 août 2022 à l'occasion du 42e sommet des chefs d'État qui se tient à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comment booster l'industrialisation de la communauté économique des États d'Afrique australe? La question était au cœur de la 42e session du sommet de cette organisation sous-régionale tenue mercredi à Kinshasa en RDC. Le président sortant de la SADC pense que l'Afrique doit prendre ses responsabilités pour y parvenir. Il n'y a personne en dehors de l'Afrique qui viendra construire l'Afrique comme nous voulons qu'elle soit construite. Pas les Américains, pas les Européens, pas les Asiatiques. Ils peuvent nous donner une route ici et là, un stade ici ou là, quelques millions de dollars qui ne sont rien d'autre que de l'argent de poche pour eux et qui ne représentent rien comparé au montant de leurs échanges. Le président sortant de la SADC a fustigé par ailleurs ce qu'il appelle le pillage des ressources naturelles de la RDC par des puissances étrangères. Le pillage que nous avons permis à l'Occident de commettre en RDC est un péché dont nous devons nous repentir. Pas question que cela se reproduise ailleurs dans notre région. Alors qu'il succède à Lazarus Chakwera, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de s'investir avec l'aide des États membres de la SADC dans la construction d'infrastructures à même d'aider
à l'industrialisation rapide de la sous-région. Je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. L'accent a notamment été mis sur la création des pôles de développement propres au continent qui disposent d'un atout majeur, ses ressources naturelles et minérales suffisantes pour financer tout projet de développement, ont souligné les chefs d'État de la SADC. Au Sénégal, le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024. Il a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Ousmane Sonko avait officialisé sa candidature dans la foulée des législatives du 31 juillet. Le camp présidentiel y a perdu la majorité absolue au Parlement. Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024. Lors de son annonce, il en a profité pour régler ses comptes avec la France. Il accuse Paris de s'être ligué avec le président Macky Sall pour l'empêcher de se présenter. Je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime. Dans son discours, Ousmane Sonko a aussi dénoncé l'emprise économique et politique exercée selon lui par la France et les multinationales. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. À 49 ans, Ousmane Sonko, qui en est à sa 3e candidature à la présidentielle, jouit d'une grande popularité, notamment parmi les jeunes. 5 ans après la mort de plus d'1 millier de Sierra Léonais dans les boues de Monsouga-Lof, beaucoup s'alarment que les conditions d'un nouveau désastre restent réunies sur les flancs du massif qui domine Freetown. Quelques dizaines de personnes se sont réunies mercredi dernier au pied du piton battu par une pluie torrentielle pour prier à la mémoire des personnes mortes et disparues. C'était il y a 5 ans, en août 2017. Après plusieurs jours de pluies intenses, des coulées de boue avaient fait plus de 1000 morts et disparus à Freetown. Une catastrophe que les Sierra Léonais ont du mal à oublier. En cette date anniversaire, de nombreux habitants et proches ont tenu à rendre hommage aux victimes. Cela fait 5 ans aujourd'hui et nous continuons à pleurer la perte de centaines de nos concitoyens à cause d'une réaction inattendue et soudaine de la nature à la façon dont nous la traitons. Le glissement de terrain a détruit des centaines d'habitations. Pour d'autres, ce sont les pertes humaines qui ont été le plus difficiles. Certains ont perdu plusieurs membres de leur famille. J'ai perdu plus de 20 membres de ma famille, y compris les enfants de ma tante, les enfants de mon frère qui vivaient là. Je peux dire que 25 personnes de ma famille sont mortes. Une agence de gestion des catastrophes a été créée en 2020. Elle coopère avec les Nations Unies pour déterminer si la zone du désastre de 2017 est habitable. Les autorités, de leur côté, ont fait replanter plus de 2200 manguiers, bananiers ou avocatiers et elles répriment les constructions illégales. Nous continuons à sensibiliser les gens pour qu'ils soient respectueux de la nature. Et nous nous assurons également que la surveillance de la zone est bien prise en charge. Nous voyons des gens qui veulent profiter de l'occasion pour ériger des maisons ou faire d'autres choses. Mais je pense que nous maîtrisons la situation.
Nous nous assurons de surveiller la zone afin que de tels événements ne se reproduisent plus. En 2018, le gouvernement a attribué aux survivants un certain nombre de logements financés par des philanthropes, mais seulement une fraction des quelques 3500 survivants en a bénéficié. Le virus de la variole du singe gagne chaque jour du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. Le taux de mortalité a augmenté de 35% en l'espace de 4 semaines. 12 personnes sont décédées la semaine dernière des suites de la maladie. Le virus de la variole du singe continue de gagner du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. La plupart sont déclarés en Europe et sur le continent américain. Au total, plus de 35 000 cas de variole du singe ont été signalés dans 92 pays et territoires. Près de 7 500 cas ont été détectés la semaine dernière, soit 20% de plus par rapport à la semaine d'avant et 20% encore par rapport à la précédente. Le directeur de l'OMS précise que des études sont en cours pour déterminer si des mutations génétiques du virus sont à l'origine de la propagation rapide de la maladie. La plupart des cas signalés concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ceux fréquentant des lieux de prostitution. Une campagne de vaccination est en cours, mais les chercheurs insistent, ce n'est pas une solution miracle et mieux vaut privilégier la prévention en réduisant par exemple le nombre de partenaires sexuels. Le 13 juillet dernier, l'OMS avait classé la variole du singe en urgence de santé publique internationale. Et voilà. Taïwan se dit prêt à riposter en cas d'attaque de la Chine qui a réalisé ses plus importants exercices militaires autour de l'île. L'armée taïwanaise a présenté le jeudi à la presse ses capacités de défense antiaérienne. Pékin continue d'affirmer que ces exercices militaires ne sont que la réponse à la visite à Taïwan de la responsable américaine Nancy Pelosi. L'armée taïwanaise a présenté ce jeudi à la presse ses capacités de défense antiaérienne, affirmant qu'elle se tenait prête à réagir en cas d'attaque. Un message envoyé à la Chine qui a récemment réalisé ses plus importants exercices militaires autour de l'île. Nous condamnons fermement les provocations militaires continues de la Chine communiste autour de Taïwan qui sapent la paix régionale. Nous maintenons tous nos soldats concernés par la préparation au combat. Les opérations militaires de la Chine communiste ne font donc que nous donner l'occasion de nous entraîner au combat. De son côté, Pékin continue d'affirmer que ces exercices militaires ne sont que la réponse à la visite à Taïwan de la responsable américaine Nancy Pelosi. La visite de Mme Pelosi à Taïwan, arrangée par les États-Unis, est une pratique rétrograde qui a gravement violé la souveraineté de la Chine, gravement empiété sur les affaires intérieures de la Chine et gravement compromis la paix et la stabilité autour de Taïwan. La Chine doit apporter une réponse ferme. Notre position est légitime, raisonnable et légale. Nos actions sont résolues, fortes et proportionnées. En début de semaine, Pékin a procédé à de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, en réaction à la visite sur l'île d'une délégation de parlementaires américains. Fin de ce journal, n'oubliez pas, retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bon après-midi à vous et portez-vous bien.